Faites un reportage sur ce pays en stagnation. Hélène Dubois. Elle était la meilleure productrice de France et l'arrière-petite-fille d'un grand résistant qui lutta contre l'occupation allemande. Pour elle, l'Allemagne avait toujours été un pays du passé, que la France avait depuis longtemps dépassé sur le plan culturel. C'est donc avec cette conviction qu'elle monta dans un avion pour Berlin afin de prouver le déclin de l'Allemagne. 3 jours suffiront amplement, se dit-elle. Il n'y aura probablement rien d'intéressant à voir. Étonnamment, en seulement 3 jours, les convictions qu'elle avait entretenues toute sa vie volèrent en éclats. Je ne suis plus la même personne. No. Mais qu'a-t-elle donc vu? Quel système incroyablement efficace a-t-elle découvert à l'aéroport de Berlin? Et quelle expérience inouïe a-t-elle vécue à 1 heure du matin dans les rues de la capitale allemande? Du choc aux larmes, puis à une prise de conscience stupéfiante. Son voyage commence maintenant. Bonjour, je m'appelle Hélène Dubois. J'ai travaillé pendant 20 ans comme productrice de documentaires pour France Télévisions à Paris. À 42 ans, j'avais déjà remporté de nombreux prix et j'étais une figure reconnue dans le paysage audiovisuel français. Mais ma plus grande fierté était mon héritage familial. J'étais l'arrière-petite-fille d'un héros de la résistance. Comme vous le savez, mes ancêtres se sont battus pour libérer notre pays. J'ai grandi avec la fierté de cette lignée. La maison était remplie des souvenirs de mon arrière-grand-père, et mes parents me disaient toujours que nos aïeux avaient posé les fondations de la France moderne. Par conséquent, j'ai tout naturellement considéré l'Allemagne comme un pays en retard sur nous. L'Allemagne est un pays que nous avons dépassé depuis longtemps. Ils ont encore beaucoup à apprendre de nous, surtout en matière de culture et d'art de vivre. C'est ce que mon père disait souvent, et je trouvais cela tout à fait normal. Au bureau, c'était la même chose. Lorsque nous devions produire un documentaire sur l'Allemagne, nous échangions des remarques avec mes collègues. L'Allemagne, c'est toujours le pays qui essaie de nous rattraper, non? Que ce soit l'économie, la culture ou la technologie, la France est désormais en tête et l'Allemagne ne fait qu'imiter, n'est-ce pas? Leur musique électro, ce n'est finalement qu'une tentative de surfer sur la vague de la French Touch. J'acquiesçais. Je croyais sincèrement que c'était la vérité. Au printemps 2024, une proposition spéciale m'est parvenue. On me demandait de produire un documentaire sur l'économie perdue de l'Allemagne. L'idée était de montrer à quel point la France était dynamique et de confirmer sur place la stagnation allemande. Honnêtement, j'ai d'abord voulu refuser. Le sujet me semblait évident, couru d'avance. Je pensais que ce ne serait qu'un simple constat du passé de la France. Cependant, mon supérieur, Pierre, m'a convaincu. Hélène, c'est l'occasion de montrer à quel point l'Allemagne est en retard sur nous. Nos téléspectateurs pourront une fois de plus se rendre compte de l'excellence française. Vu sous cet angle, ça peut valoir le coup. Exactement. Va-là, bas 1 semaine, et montre-leur à quel point la France est avancée. C'est alors que ma fille, Chloé, a montré de l'intérêt. À 19 ans, elle était une grande fan de la scène électro-berlinoise. « Maman, tu vas en Allemagne? Je peux venir avec toi ?» Chloé, cette fois, c'est pour le travail. Maman doit y aller seule. Mais je te rapporterai des souvenirs de tes artistes préférés. Vraiment? Merci. Mais est-ce que je ne pourrais pas te rejoindre au moins le dernier jour de ton reportage? D'accord, passons les 2 derniers jours ensemble. Le plus gros du travail sera terminé. C'est vrai? Promis? Le sourire radieux de ma fille a un peu adouci mon cœur. Néanmoins, le désir de rapporter de bons éléments pour ma famille et mon pays s'est renforcé. La veille de mon départ, j'ai dîné avec mes collègues. Tous m'encourageaient pour mon voyage. « Hélène, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir apprendre là, bas? On sait déjà tout, non? Va donc goûter leur choucroute. Tu confirmeras que notre coq au vin est bien meilleur. Ah oui. Ou alors, va à un de leurs concerts de techno, tu verras bien que ce n'est qu'une pâle copie de nos artistes. » J'ai répondu en riant, je pars pour 1 semaine, n'en attendez pas trop. À ce moment-là, Pierre a ajouté, l'Allemagne, au final, c'est un pays que nous avons dépassé. Hier comme aujourd'hui, ça n'a pas changé. J'ai hoché la tête. J'étais convaincu que c'était la vérité. Même en montant dans l'avion à l'aéroport Charles de Gaulle pour Berlin, cette idée persistait. Ce reportage n'était qu'une formalité,
et se terminerait par l'achat de quelques souvenirs pour ma fille. Dans l'avion, j'ai lu des documents sur l'Allemagne. Le chiffre de 83 millions d'habitants a attiré mon attention, une population bien plus nombreuse que la France. Je me suis demandé un instant comment une société avec une telle population pouvait stagner. Mais mon esprit était encore rempli de clichés sur l'Allemagne, une culture qui imite la nôtre, une technologie moins avancée et surtout une société qui ne vit que sur les cendres de sa gloire passée. Bah, on verra bien sur place, me suis-je dit en fermant les yeux. À ce moment-là, j'étais loin de me douter que ce voyage allait bouleverser ma vie de fond en comble. Même après 2 heures de vol, en arrivant à l'aéroport de Berlin-Brandebourg, j'étais encore sceptique. En sortant de l'avion, je me disais « c'est exactement comme je l'avais prévu ». Cependant, à partir de cet instant, mes prévisions ont commencé à s'effondrer, une par une. Dès que j'ai posé le pied à l'aéroport de Berlin, j'ai été stupéfaite. Cela n'avait rien à voir avec l'aéroport vieillot et inefficace que j'imaginais. Des couloirs impeccablement propres et spacieux, et surtout, un flux de passagers d'une fluidité impressionnante. En passant le contrôle des passeports, j'ai regardé autour de moi. Tous les panneaux d'information étaient parfaitement traduits en français, anglais, allemand et d'autres langues. C'est plus systématique qu'à Paris, ai-je murmuré. Je m'attendais à un aéroport complexe, avec une signalisation peu claire, mais c'était encore plus simple à comprendre que Roissy. En me dirigeant vers la gare ferroviaire de l'aéroport, une autre surprise m'attendait. En achetant mon billet, on m'a expliqué qu'une seule carte de transport permettait d'utiliser la quasi-totalité des transports en commun de la capitale. On m'avait dit que les systèmes de tarification pour le métro, le bus et le train étaient différents à Berlin. Est-ce que je peux vraiment tout utiliser avec une seule carte? L'employé au guichet m'a répondu avec un sourire aimable. Oui, avec cette carte BVG, vous pouvez aller partout dans Berlin. En montant dans le train régional, j'ai été à nouveau surprise. Les sièges étaient propres et l'intérieur était incroyablement silencieux. Le Wi-Fi gratuit était disponible et il y avait même des prises pour recharger son téléphone. Pendant le trajet d'environ 1 heure jusqu'à la gare centrale, j'ai regardé le paysage par la fenêtre en réfléchissant « Est-ce que je me serais trompé sur toute la ligne ?» En arrivant à Berlin-Hauptbahnhof, ma confusion a atteint son paroxysme. La gare était immense, et pourtant d'une modernité incroyable. Mais le plus étrange était le comportement des gens. Malgré l'heure de pointe, tout le monde se déplaçait de manière ordonnée. J'ai retrouvé mon guide local, Klaus Schmidt. Il se présenta comme un guide culturel et touristique de la ville de Berlin. Ma première impression fut celle d'une personne très souriante et professionnelle. « Bonjour, Madame Dubois, je suis Klaus Schmidt. Je serai votre guide à Berlin pour la semaine. » Bonjour, dites-moi, peut-on se rendre à l'hôtel en métro? Bien sûr, le réseau de métro de Berlin, U-Bahn, dessert toute la ville. En descendant dans la station de métro, j'ai subi un autre choc. La propreté de la station était irréprochable. Comparé au métro parisien, c'était le jour et la nuit. Sur les quais, des écrans numériques affichaient les informations d'arrivée en temps réel. Les écrans que vous voyez là indiquent la position des rames en temps réel. Vous savez exactement dans combien de minutes votre train arrivera. En écoutant les explications de Klaus, j'étais déconcerté. À Paris, ce système commençait à peine à être déployé sur certaines lignes, alors qu'à Berlin, il était déjà opérationnel sur l'ensemble du réseau. Lorsque le train est arrivé, le plus surprenant fut sa ponctualité. Il est arrivé à la seconde près, conformément à l'heure affichée à l'écran. C'était impensable à Paris. Monsieur Schmidt, est-ce toujours aussi précis? Oui, le taux de ponctualité du métro de Berlin est supérieur à 99%. Les retards sont extrêmement rares. Je n'en croyais pas mes oreilles. Le métro parisien était si souvent arrêté pour des pannes ou des incidents. Pendant le trajet vers l'hôtel, j'ai observé attentivement l'intérieur de la rame. Les passagers regardaient tous leur smartphone, mais personne ne parlait au téléphone, et le calme régnait. Le signal Wi-Fi gratuit était puissant, et toutes les annonces étaient diffusées en allemand, anglais et parfois d'autres langues. Nous changeons ici. En suivant Klaus dans la station de correspondance, j'ai remarqué à quel point les trajets étaient conçus de manière efficace. Impossible de se perdre.
Il suffisait de suivre les lignes de couleurs peintes au sol. Qui a conçu ce système de correspondance? De nombreux experts y ont travaillé pendant des années. On dit qu'il a été conçu pour permettre les changements les plus rapides possibles. À cet instant, j'ai pris conscience de mon arrogance. Le système de métro de Berlin était bien plus sophistiqué que tout ce que j'avais connu à Paris. Après m'être enregistré à l'hôtel, je me suis tenu près de la fenêtre et j'ai contemplé la ville de Berlin. Les avenues s'étendant de manière ordonnée entre les gratte-ciel et la multitude de gens qui y circulaient. Je m'étais vraiment trompé. Dès le premier jour, mes préjugés commençaient à s'effriter un par un. Mais ce n'était que le début. Le vrai choc était encore à venir. La première journée terminée, Klaus me fit une proposition. « Madame la productrice, si vous avez le temps, j'aimerais vous faire découvrir la vie nocturne de Berlin. Votre reportage porte sur l'économie de la nuit, n'est-ce pas? Vous verrez un visage de la ville complètement différent de celui du jour. » Honnêtement, j'ai hésité. À Paris, il n'est pas recommandé de se promener seul tard le soir, surtout pour une femme. Même si j'étais une professionnelle des médias, marcher dans les rues d'une ville étrangère la nuit me semblait dangereux. Et c'est que c'est sourd? Absolument. Berlin est une ville encore plus fascinante la nuit. Des quartiers comme Kreuzberg ou Friedrichshain sont des endroits où l'on peut s'amuser en toute sécurité jusqu'à l'aube. La réponse assurée de Klaus a piqué ma curiosité. J'ai décidé de le suivre. Vers 20 heures, nous nous sommes retrouvés près d'Alexanderplatz. L'atmosphère de la ville était vraiment unique. C'était bondé de jeunes, mais ce n'était pas chaotique. Au contraire, c'était vivant tout en restant ordonné. Cette avenue est le cœur de l'Est de Berlin. C'est un endroit assez connu en France aussi, je crois. En nous aventurant dans les rues animées, un tout autre monde s'est ouvert à moi. Des milliers de personnes marchaient, mais elles semblaient toutes détendues. Il y avait beaucoup de couples, de groupes d'amis, et même des femmes seules. Quelle heure est-il? 22 heures. À Paris, à cette heure, de nombreux commerces seraient déjà fermés, mais ici, tout débordait de vie. Mais ce qui m'a le plus surprise, c'était l'ambiance. Cela ne semblait absolument pas dangereux. Klaus, c'est vraiment très sûr ici. Mason, oui, l'Allemagne est l'un des pays les plus sûrs au monde. Et Berlin, en particulier, est une ville où une femme peut marcher seule à l'aube sans problème. J'étais sidéré. Même à Paris, je serais prudente en marchant seule après 22 heures. En marchant, j'ai observé attentivement les alentours. Il y avait des caméras de surveillance partout et des policiers patrouillaient. Mais leur présence n'était pas intimidante, plutôt rassurante. Regardez là-bas. Des femmes se promènent seules en toute liberté. En regardant où Klaus pointait, j'ai vu de jeunes femmes marcher dans la rue en toute quiétude. Une scène inimaginable à Paris. À 23 heures, les rues étaient toujours aussi animées. Pourtant, je n'ai vu que très peu de personnes ivres. Et même celles qui l'étaient ne dérangeaient personne et passaient leur chemin tranquillement. Klaus, les gens sont vraiment très disciplinés. Les Allemands détestent déranger les autres. Surtout dans les lieux publics, ils font encore plus attention. À ce moment, Klaus a sorti son smartphone. « Madame la productrice, voulez-vous commander quelque chose ?» En Allemagne, la culture de la livraison n'est pas aussi développée qu'ailleurs, mais récemment, on peut commander facilement avec des applications. À 23 heures. Bien sûr, il y a beaucoup de restaurants qui livrent 24 heures divisées par 24. Il m'a montré l'application et en effet, une grande variété de plats était disponible. Et pour chaque plat, on pouvait suivre la livraison en temps réel. L'heure d'arrivée estimée était même affichée avec précision. Waouh, c'est vraiment incroyable. Pour les Allemands, c'est devenu normal. On peut recevoir le plat que l'on veut chez soi à n'importe quelle heure. Nous sommes retournés à l'hôtel vers 1 heure du matin. Mais le métro fonctionnait encore. J'ai appris que le dernier métro passait après 1 heure du matin. À Paris, le métro s'arrête à minuit. Berlin est différente. Pour ceux qui profitent de la vie nocturne, les transports en commun fonctionnent tard. Même dans le métro, j'ai été témoin d'une scène surprenante. À 1 heure du matin, il y avait encore pas mal de passagers. Mais tous étaient assis tranquillement. Aucune trace de bruit ou de désordre. De retour dans ma chambre d'hôtel, j'ai regardé par la fenêtre. Il était 1h30 du matin, mais la ville était encore illuminée. Des supérettes ouvertes 24 heures, divisées par 24.
des cafés ouverts tard et les lampadaires éclairant les rues. J'ai appelé ma fille Chloé en visio. « Maman, alors, comment c'est Berlin ?» « Chloé, je suis vraiment surprise. C'est complètement différent de ce que j'imaginais. »« Ah oui? Qu'est-ce qui est différent ?» C'est la première fois que je vois une ville aussi sûre et vivante la nuit. Et tous les systèmes sont incroyablement pratiques. Chloé a ri joyeusement. Maman commence enfin à comprendre le charme de l'Allemagne. Après avoir raccroché, je me suis allongé sur mon lit en réfléchissant. Je ne pensais pas que mes préjugés pourraient changer à ce point en une seule journée. Berlin était une ville bien plus sophistiquée et sûre que je ne l'avais imaginé. Que vais-je découvrir demain ? Je me suis endormi avec une certaine excitation. Mais le vrai choc ne faisait que commencer. Le 3e jour, Klaus me fit une proposition spéciale. « Madame la productrice, aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir la quintessence de la nouvelle cuisine allemande. C'est un lieu où vous pourrez ressentir l'âme de la culture allemande moderne. » Honnêtement, je n'avais pas de grandes attentes. Je m'imaginais un simple restaurant traditionnel allemand. Mais devant l'enthousiasme de Klaus, j'ai décidé de le suivre. En arrivant dans un restaurant haut de gamme près de Kurfürstendamm, j'ai été impressionné par la façade. L'ambiance était solennelle, mais cela ne m'a pas particulièrement ému. Bon, ce n'est qu'un restaurant de luxe comme un autre, pensais-je. Mais dès que j'ai mis les pieds à l'intérieur, l'atmosphère était différente. Au premier comptoir, on m'a expliqué la philosophie de la cuisine allemande contemporaine. Et ce que j'ai entendu était vraiment choquant. La cuisine allemande n'est pas seulement faite pour être mangée, c'est un art qui exprime l'harmonie avec la nature et le passage des saisons. Pendant que Klaus expliquait, j'ai commencé à être de plus en plus surprise. J'ai appris que cette cuisine n'était pas le fruit du hasard, mais qu'elle était systématiquement conçue sur des principes scientifiques. Cette philosophie culinaire a-t-elle vraiment été créée il y a des siècles ? Les bases de notre cuisine traditionnelle remontent au Moyen Âge, mais cette nouvelle vague, qui est très appréciée internationalement, s'est développée ces dernières décennies. En visitant le restaurant, j'ai appris un par un les principes de cette cuisine. Les méthodes de cuisson qui maximisent la saveur des ingrédients, la présentation qui exprime la saisonnalité, l'harmonie avec la vaisselle. En écoutant les explications sur la profonde philosophie derrière tout cela, j'étais vraiment étonné. Mais le plus choquant était autre chose. Le fait que le guide Michelin ait reconnu la cuisine allemande comme l'une des meilleures au monde, avec un nombre de restaurants 3 étoiles juste derrière la France. Vraiment ? Autant de reconnaissance ? Oui, sa valeur culturelle et sa durabilité ont été reconnues. De nombreux critiques internationaux la célèbrent. J'étais sans voix. En France, on m'avait parfois dit que la cuisine allemande n'était qu'une pâle imitation de la nôtre. Mais en réalité, c'était une culture totalement unique avec une philosophie profonde. Cela n'a donc rien à voir avec la cuisine française ? Non. La cuisine allemande s'est développée de manière unique au sein du terroir et de l'histoire de l'Allemagne. Les archives montrent qu'elle ne s'est inspirée d'aucune autre cuisine. À cet instant, j'ai eu vraiment honte. J'ai réalisé à quel point notre perception était erronée. Dans la section suivante, on nous a montré le processus de préparation. La manière dont un chef, avec des gestes parfaits, préparait les plats était comme un rituel. Son regard sérieux, ses mouvements fluides. Actuellement, de nombreux jeunes chefs français viennent se former en Allemagne. Ils apprennent la technique presque de zéro. De zéro ? Oui. Les techniques de la haute cuisine allemande sont extrêmement délicates et demandent des années à maîtriser. C'est une autre dimension par rapport à la cuisine d'autres pays. J'étais vraiment surprise. La France a aussi des écoles de cuisine, mais il y a peu d'endroits qui enseignent des techniques aussi systématiques et profondes. À ce moment, une vidéo spéciale était projetée dans le restaurant. C'était un documentaire sur des étrangers apprenant la cuisine allemande. Et la manière dont ils passaient un temps considérable à maîtriser chaque technique était impressionnante. Normalement, combien de temps faut-il à un étranger pour maîtriser les bases de votre cuisine ? Cela dépend des individus, mais en général, il faut compter 10 ans pour devenir un expert dans un domaine. J'étais vraiment admirative. Un étranger apprenant la cuisine française peut en maîtriser les bases en quelques mois. Dans la dernière section, on m'a montré comment la cuisine allemande était appliquée à l'ère moderne. On expliquait à quel point elle était saine et efficace
dans le régime alimentaire contemporain. L'équilibre nutritionnel de la cuisine allemande est excellent. Avec un plat principal et ses accompagnements, on peut ingérer sans effort tous les nutriments nécessaires. Hayo, en la dégustant, c'était vraiment délicieux, et j'avais l'impression que mon corps se réjouissait. C'était complètement différent des saveurs puissantes et parfois lourdes de la cuisine française traditionnelle. En sortant du restaurant, mon esprit était vraiment confus. J'ai pris conscience à quel point nous avions méprisé la culture allemande. Klaus, je ne savais pas que la cuisine allemande était une culture aussi merveilleuse. Comment vous l'enseigne-t-on en Allemagne? Honnêtement, je ne l'ai jamais vraiment étudiée en détail. Je la considérais simplement comme la cuisine de mon pays. Klaus a semblé un peu déçu. Beaucoup d'étrangers ne connaissent pas bien la cuisine allemande. Mais quand ils la découvrent, ils sont vraiment surpris. En quittant le restaurant, j'étais plongé dans mes pensées. L'une des raisons pour lesquelles nos ancêtres résistants critiquaient l'Allemagne était le pillage culturel. Nous accusions ce pays d'avoir volé notre culture, alors qu'en réalité, il existait une culture propre, si profonde et digne de respect. Ce soir-là, à l'hôtel, j'ai appelé Chloé. Chloé, maman s'était complètement trompée sur la cuisine allemande. Comment ça? C'est une culture vraiment philosophique et merveilleuse. Même les plus grands critiques mondiaux la reconnaissent. Maman commence enfin à voir le vrai charme de l'Allemagne alors. Walidano. En entendant les mots de ma fille, j'ai eu vraiment honte. J'ai réalisé à quel point j'avais été prisonnière de mes préjugés. Cette nuit-là, j'ai fait des recherches plus approfondies sur la cuisine allemande. En cherchant sur Internet, j'ai vu que de nombreux nutritionnistes et anthropologues culturels reconnaissaient son excellence. Un chercheur l'a même qualifié de « régime le plus parfait créé par l'humanité ». J'étais vraiment ignorante. À cet instant, j'ai entendu quelque chose se briser dans ma tête. J'ai réalisé à quel point notre sentiment de supériorité culturelle était une illusion. Mais ce n'était que le début. Un choc encore plus grand m'attendait. Pour la suite du reportage, Klaus me fit une autre proposition. Madame la productrice, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer la technologie de pointe de l'Allemagne et comment elle est intégrée dans la société. C'est aussi étroitement lié à l'économie nocturne. Yuanyu. Le mot « technologie numérique » me laissait un peu sceptique. Je pensais que, comparé à la France, l'Allemagne était en retard dans ce domaine. Le premier endroit où nous sommes allés n'était pas un bâtiment gouvernemental, mais une simple supérette. Ici, vous pouvez faire l'expérience d'une partie de l'administration allemande. Klaus a commencé à utiliser une borne multifonction. Avec cette carte d'identité électronique, la Personalausweis, on peut obtenir 24 heures divisées par 24 des documents officiels comme un certificat de résidence ou un extrait de casier judiciaire. En regardant Klaus manipuler la machine, j'ai vu le document sortir en quelques minutes. Vraiment, c'est aussi rapide? Oui, c'est possible 24 heures divisées par 24. Plus besoin d'aller à la mairie, de prendre un ticket et d'attendre des heures. J'étais vraiment surprise. En France, les démarches en ligne était la norme, mais obtenir un document physique immédiatement était souvent difficile. Ensuite, il m'a montré le système de prise de rendez-vous médicaux. On pouvait prendre rendez-vous à l'hôpital avec son smartphone et même payer les frais de consultation. Le temps d'attente est également indiqué en temps réel, donc pas besoin d'arriver trop tôt ou en retard à l'hôpital. C'était vraiment incroyable. À Paris, aller dans un grand hôpital signifiait souvent attendre des heures. L'après-midi, nous avons fait l'expérience de la technologie robotique. Klaus m'a emmené dans un café où un robot préparait le café. Incroyable, c'est vraiment un robot. Oui. En Allemagne, pour pallier le manque de main-d'œuvre, l'introduction de robots progresse dans de nombreux domaines. Ce n'est qu'un exemple. À ce moment, Klaus m'a montré une application intéressante. C'est une application de traduction par intelligence artificielle. Elle permet une traduction vocale en temps réel. Effectivement, quand Klaus a parlé en allemand, la traduction en français est sortie instantanément et de manière naturelle. La prononciation était également parfaite. Est-ce que cela a été développé en France? Non, c'est une technologie développée en Allemagne. En raison de sa grande précision, de nombreux touristes étrangers l'utilisent. Yénan,
J'étais vraiment surprise. C'était bien plus naturel que les traducteurs que je connaissais. Le soir, nous avons testé un système de paiement sans caisse. En entrant dans une supérette, je prenais des produits et en sortant, le paiement s'effectuait automatiquement. Comment est-ce possible? Des caméras à intelligence artificielle analysent vos actions et identifient ce que vous avez pris. Ensuite, le paiement est débité automatiquement de la carte enregistrée. Awesome! C'était une technologie vraiment futuriste. Plus besoin de faire la queue à la caisse, ni même de sortir sa carte. La nuit, nous avons pris un bus autonome. Il s'agissait encore d'une phase de test, mais c'était une expérience vraiment étrange. Est-ce vraiment sûr sans chauffeur? Oui, une combinaison de divers capteurs et d'une intelligence artificielle permet une conduite plus sûre qu'un humain. En montant à bord, le trajet était vraiment fluide. Le bus respectait parfaitement les feux de signalisation et évitait habilement les obstacles. Sur le chemin du retour à l'hôtel, la dernière chose que Klaus m'a montré était un lampadaire intelligent. Ce lampadaire ne fait pas qu'éclairer. Il fournit aussi le Wi-Fi, mesure la qualité de l'air et peut même recevoir des appels d'urgence. C'était une succession de technologies vraiment stupéfiantes. Chaque lampadaire était comme un petit ordinateur. Je ne savais pas que l'Allemagne était si avancée technologiquement. Ce que je vous ai montré n'est qu'une partie. Demain, je vous montrerai quelque chose d'encore plus surprenant. Cette nuit-là, à l'hôtel, j'étais sous le choc. Le niveau technologique de l'Allemagne était complètement différent de ce que j'avais imaginé. J'ai réalisé que dans certains domaines, ils étaient bien plus avancés que la France. Comment ce pays que nous considérions comme démodé pouvait-il avoir une telle force? À cet instant, j'ai senti quelque chose changer complètement en moi. L'idée que l'Allemagne était en retard sur la France s'est totalement effondrée. Au contraire, j'ai réalisé que nous avions énormément à apprendre d'eux. Mais est-ce que mes collègues à Paris accepteraient cette prise de conscience? J'ai commencé à m'inquiéter. Le matin du 5e jour de reportage, cela s'est produit soudainement. Nous étions dans le métro pour nous rendre au prochain lieu de tournage. Soudain, une alarme assourdissante a retenti sur tous les smartphones dans la rame. Alerte d'urgence nationale. Ceci est un test. À cet instant, j'ai paniqué. Une alarme nationale. Une peur inconnue que je n'avais presque jamais expérimentée en France. Qu'est-ce que je dois faire? En regardant autour de moi, les autres passagers étaient étonnamment calmes. Ils ont rapidement consulté l'écran de leur smartphone, puis se sont solidement agrippés aux barres et poignets à proximité. Peu après, le train a ralenti par mesure de précaution. J'ai failli crier de peur, mais Klaus m'a attrapé le bras pour me soutenir. Ne vous inquiétez pas, c'est juste le Warntag, le test annuel du système d'alerte. L'alarme a duré environ 1 minute, puis le train a repris sa vitesse normale. Le calme est revenu dans la rame, mais ce n'était pas le silence de la panique. Tout le monde attendait calmement la prochaine annonce. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Le test du système d'alerte national est terminé. Nous vous remercions de votre coopération. Lorsque l'annonce a été diffusée, les gens ont poussé un soupir de soulagement et ont recommencé à utiliser tranquillement leur smartphone. Ils semblaient vérifier que tout allait bien pour leurs proches. Klaus, pourquoi tout le monde est-il si calme? Les Allemands sont formés dès l'enfance aux exercices de protection civile. De plus, grâce à ce système d'alerte, nous pouvons nous préparer mentalement quelques secondes avant qu'un vrai danger n'arrive. J'étais sans voix. Quelques secondes, ce court laps de temps qui empêche la panique et sauve des vies. Nous avons décidé de retourner à l'hôtel. Sur la télévision du hall, les informations couvraient en direct le test d'alerte. Le déroulement, l'efficacité dans chaque région, les leçons à en tirer. Toutes les informations étaient transmises rapidement et précisément. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La peur que j'avais ressentie pendant la journée et le choc encore plus grand qui l'accompagnait. C'était la force de la préparation de la société allemande, la lenteur et la prudence que nous attribuions à l'Allemagne étaient peu être le fruit de la sagesse et de l'expérience accumulée pour se préparer à de telles situations d'urgence. Si un tel événement se produisait à Paris, serions-nous, ma famille et moi, aussi calmes? Le pays, la société, fonctionnerait-il aussi bien? À cet instant,
quelque chose a complètement changé en moi. Ce n'était plus de la simple admiration ou de la surprise. C'était la première fois que je réfléchissais sérieusement à ma sécurité et à celle de ma famille. Le matin du 5e jour, une visioconférence était prévue avec le siège à Paris pour un rapport intermédiaire. Mon supérieur, Pierre, et d'autres collègues voulaient faire le point sur le reportage en Allemagne. Dès le début de la conférence, Pierre a demandé « Hélène, alors, c'est comme prévu, n'est-ce pas ?» J'ai hésité un instant. Ce que j'avais vu ces derniers jours était si choquant que je ne savais pas par où commencer. Non, c'est bien plus différent que je ne le pensais. Qu'est-ce qui est différent? Ils ne font que suivre notre sillage, non? Non, il y a beaucoup de choses vraiment uniques et avancées. Les expressions de mes collègues ont changé. Ils semblaient déconcertés que je dise le contraire de ce qui était attendu. Hélène, tu ne serais pas en train de te laisser influencer par l'ambiance locale, par hasard? Influencer? Je vous raconte ce que j'ai vu de mes propres yeux. J'ai montré les images que j'avais tournées ces derniers jours. Le système organisé de l'aéroport, la ponctualité du métro de Berlin et les services administratifs disponibles en supérette. C'est vraiment l'Allemagne, ça? A demandé un collègue d'un air sceptique. Oui, c'est moi qui ai filmé. Ajoute, même si c'est vrai, ce n'est finalement que l'application de technologies occidentales. La France pourrait le faire si elle le voulait. Pierre refusait toujours de l'admettre. Non, une culture comme la nouvelle cuisine allemande est complètement unique. Elle est même plus philosophique et profonde que la nôtre à certains égards. La cuisine allemande, ce ne sont que des plats traditionnels, non? J'ai expliqué ce que j'avais appris au restaurant de luxe. La philosophie, la reconnaissance internationale et l'esprit artisanal. Mais la réaction de mes collègues fut froide. Hélène, tu sembles juger les choses de manière trop émotionnelle. Émotionnelle, je vous expose des faits. Peu importe à quel point l'Allemagne s'est développée, elle a finalement imité le modèle français. Nous avons réussi en premier et ils ont appris de nous. J'étais frustré. Pourquoi refusaient-ils d'accepter la réalité? Chers collègues, venez voir par vous-même. C'est vraiment différent. Pas la peine d'y aller. Nous en savons déjà assez. À ce moment, Pierre a dit fermement « Hélène, ce documentaire se fera comme prévu. On montrera à quel point la société allemande stagne et imite la France. Mais ce n'est pas la réalité. Tu es vraiment devenu bizarre. Comment peux-tu changer à ce point en quelques jours ?» J'étais vraiment en colère. Je disais la vérité, mais pourquoi cette réaction? Je ne comprenais pas. En tant que journaliste, j'ai le devoir de transmettre ce que j'ai vu. Ton devoir? Ton devoir est de montrer l'excellence française. Les préjugés sont donc plus importants que la vérité? L'ambiance de la visioconférence est devenue glaciale. Tous mes collègues me regardaient d'un air étrange. « Hélène, on en reparlera à ton retour de mission. » Pierre a mis fin à la réunion. Après la conférence, j'étais vraiment abattu. J'étais frustré que mes collègues ne comprennent absolument pas la vérité que j'avais vue. C'est alors que Klaus m'a approché. « Madame la productrice, ça va? Vous n'avez pas l'air bien? J'ai eu un désaccord avec mes collègues. » Que s'est-il passé? Je lui ai raconté la visioconférence. Klaus m'a écouté en silence. « Je peux comprendre la réaction de vos collègues. De l'extérieur, on peut avoir cette impression. Yuri, vraiment? Oui. En fait, l'Allemagne n'a pas toujours été comme ça. C'est après de nombreux essais et erreurs que nous en sommes arrivés là. » Ce que Klaus m'a raconté était vraiment intéressant. Après la bulle des années 90, l'Allemagne a connu une période de stagnation. Mais il y a eu un effort pour transformer la crise en opportunité. Quel genre d'effort? Surtout dans le domaine de la protection civile, le gouvernement et le secteur privé ont investi main dans la main. Et surtout, ils se sont concentrés sur l'éducation. L'éducation? Oui, les Allemands accordent une très grande importance à l'éducation, à la prévention des risques. C'est pour cela qu'ils peuvent réagir calmement en cas d'urgence. J'ai compris, le développement de l'Allemagne n'était pas un hasard, mais le résultat d'un effort systématique. Et les Allemands n'ont pas peur du changement. Quand une nouvelle technologie ou un nouveau système apparaît, ils l'adoptent prudemment, mais sûrement. C'est vraiment différent de la France. Chaque pays a ses forces et ses faiblesses. La France aussi a de nombreux points vraiment admirables. La vision équilibrée de Klaus était impressionnante.
Tout en étant allemand, il était capable de voir les choses de manière objective. Cette nuit-là, j'étais en proie à un profond dilemme. Devais-je continuer à m'opposer à mes collègues à mon retour à Paris ou devais-je produire un documentaire mensonger pour répondre à leurs attentes? Je dois dire la vérité. J'ai pris ma décision. En tant que journaliste, je pensais qu'il était juste de transmettre ce que j'avais vu, même si mes collègues s'y opposaient. Mais je ne savais pas encore l'ampleur des remous que cette décision allait provoquer. À l'aube du 6e jour, une alerte d'urgence sur mon smartphone a retenti. C'était une nouvelle flash envoyée de Paris. Crue record de la Seine, plusieurs arrondissements de Paris inondés, état d'urgence déclaré. Je me suis réveillé en sursaut et j'ai vérifié les nouvelles. Une tempête d'une ampleur inédite avait frappé la région parisienne et des pluies torrentielles avaient provoqué des inondations massives, notamment dans le sud de Paris. Encore une inondation. J'ai immédiatement appelé ma famille à Paris. Heureusement, ils étaient sains et saufs. Mais le parking souterrain de leur immeuble était complètement inondé. « Maman, ça va? » « Oui, nous allons bien. » Mais à la télévision, la situation a l'air grave. La ville est paralysée. Est-ce que je devrais rentrer tout de suite? Non. Toi, tu termines ton reportage là, bas. Ton retour ne changerait rien pour l'instant. Après avoir raccroché, j'étais dans un état d'esprit complexe. Ces inondations qui frappaient Paris. Jusqu'à quand devrions-nous vivre dans une telle anxiété? C'est alors que Klaus m'a contacté. Madame la productrice, j'ai vu les nouvelles sur la tempête à Paris. Votre famille va bien? Oui, heureusement, ils sont en sécurité. Mais je suis vraiment inquiète. Voulez-vous que nous annulions le programme de la journée? Non, au contraire, il y a quelque chose que je veux savoir encore plus. Précieux, qu'est-ce que c'est? Je veux savoir comment l'Allemagne se prépare aux tempêtes et aux inondations. Klaus a hoché la tête, compréhensif. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer les installations de protection contre les crues en Allemagne. Le premier endroit où nous sommes allés était un immense ouvrage souterrain de rétention d'eau près d'une grande ville. Un responsable du chantier nous a expliqué. Cette installation a été construite à 50 mètres sous terre pour prévenir les inondations des rivières environnantes. C'est l'un des plus grands ouvrages de ce type au monde. Vraiment? Une telle chose existe sous terre? Oui. Lors des tempêtes ou des fortes pluies, l'eau des rivières est détournée dans ce tunnel souterrain, puis d'énormes pompes la rejettent dans un fleuve plus grand en toute sécurité. En visitant l'intérieur de l'installation, son échelle était comparable à celle d'une cathédrale souterraine. J'ai appris que cette technologie était opérationnelle depuis le début des années 2000. Depuis quand cette installation est-elle en service? Elle est pleinement opérationnelle depuis 2006. Aujourd'hui, elle a considérablement réduit les dégâts dus aux inondations dans la région métropolitaine. J'étais stupéfaite. Je ne savais pas que l'Allemagne se préparait aussi minutieusement aux inondations. L'endroit suivant était le service météorologique national. On m'a montré le système de prévision des tempêtes allemand. L'Allemagne dispose d'un réseau de radars météorologiques de haute performance. Nous pouvons prédire la trajectoire et l'intensité des tempêtes avec une très grande précision. Oui, les prévisions sont donc exactes? La prévision reste difficile, mais si un danger approche, nous alertons toute la population avec l'alerte d'urgence que vous avez vécue hier. En me montrant une simulation d'approche de tempête, j'ai vu que dès que l'alerte était déclenchée, une notification était envoyée à tous les smartphones en quelques secondes. Waouh, c'est vraiment rapide. Limano. Cette différence de quelques secondes change le comportement d'évacuation des gens et sauve des vies. L'après-midi, nous avons visité le centre de prévention des risques d'un gratte-ciel. Je voulais savoir comment les immeubles de grande hauteur en Allemagne étaient préparés aux tempêtes et aux tremblements de terre. Tous les gratte-ciels allemands sont conçus pour résister à des séismes de magnitude 7 et à des vents de plus de 250 km/h. Pis, un accident nucléaire comme celui de Fukushima est-il impossible? Bien sûr, rien n'est sûr à 100%, mais nos centrales ont des systèmes bien plus sûrs que beaucoup d'autres. Le système de refroidissement, en particulier, est doublé et triplé. En voyant les installations de sécurité, c'était vraiment rigoureux. Le soir, je me suis promené dans un parc avec Klaus.
Mon esprit était confus et j'avais besoin de prendre l'air. Klaus, pour être honnête, vivre à Paris m'inquiète de plus en plus. À cause de la tempête? Oui, on ne sait jamais quand une autre grande inondation se produira, mais l'Allemagne me semble relativement sûre. Nous avons aussi des tempêtes et d'autres catastrophes naturelles, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques. Malgré tout, il n'y a probablement aucun autre pays qui se prépare autant aux catastrophes imprévisibles. Oui, ça. Je réfléchissais vraiment sérieusement. Pour la sécurité de ma famille, ne devrais-je pas envisager de déménager? C'est alors que ma fille Chloé m'a appelé. « Maman, j'ai eu tellement peur avec l'inondation, on ne sait jamais quand ça peut recommencer, n'est-ce pas? » Chloé, ça va aller. Il faut juste qu'on soit prudent. Maman, honnêtement, et si on déménageait en Allemagne? Je veux apprendre l'allemand et je pourrais aller dans les lieux mythiques de la musique électro. Léon, les mots de ma fille m'ont surprise. Elle pensait exactement la même chose que moi. Chloé, tu le penses vraiment? Oui. En regardant tes vidéos, l'Allemagne a l'air vraiment géniale. Et puis, il n'y a pas d'inondation, et c'est sûr, non? Mais que fera maman pour son travail? Maman est productrice. Tu pourras le faire en Allemagne aussi. En entendant les mots de ma fille, l'idée de devoir y réfléchir sérieusement s'est renforcée. Après avoir raccroché, j'ai demandé à Klaus. Klaus, quelles sont les démarches pour qu'un Français s'installe en Allemagne? Il y a plusieurs étapes, à commencer par les formalités administratives. Mais pour une professionnelle qualifiée, ça ne devrait pas être trop difficile. Est-ce qu'il y aurait du travail dans le secteur de l'audiovisuel? Bien sûr, surtout pour créer des programmes d'échange culturel franco-allemand ou des émissions en français. Ma conviction grandissait. Une nouvelle vie en Allemagne serait être meilleure que l'existence anxieuse à Paris. Mais Madame la productrice, que penseront vos collègues à Paris? Ils s'y opposeront sûrement, mais c'est ma vie, c'est à moi de décider. Cette nuit-là, à l'hôtel, j'ai eu une longue conversation en visio avec ma famille. Nous avons discuté sérieusement de la possibilité de déménager en Allemagne. Mon mari a d'abord été surpris, mais quand je lui ai expliqué le risque des inondations et la sécurité en Allemagne, il a hoché la tête. « Hélène, je pense que ta décision est la bonne. Notre sécurité est la chose la plus importante. » Vraiment? Oui, et j'avais envie de vivre dans un nouvel environnement depuis un moment. Avec l'accord de ma famille, mon cœur s'est considérablement allégé. Je pourrais être vraiment commencer une nouvelle vie. Cependant, comment expliquer tout cela à mes collègues à mon retour à Paris restait une source d'inquiétude. Surtout que le contenu du documentaire que j'avais tourné serait à l'opposé de leurs attentes. Demain, c'est le dernier jour de tournage. Je dois faire un excellent travail. Je me suis fait une promesse. Produire un documentaire sincère pour montrer aux Français le vrai visage de l'Allemagne. Le dernier jour du reportage, ma fille Chloé est enfin arrivée de Paris. Comme promis, nous devions passer les 2 derniers jours ensemble. Quand nous nous sommes retrouvés à l'aéroport de Berlin, sa première réaction a été vraiment marquante. « Maman, l'aéroport est vraiment beau et immense. » N'est-ce pas? Maman aussi a été surprise la première fois. Et les panneaux sont aussi en français, c'est super pratique. En prenant le train pour Berlin, Chloé était émerveillée. « Waouh! Le Wi-Fi est rapide, les sièges sont confortables. C'est être mieux qu'à Paris. Chloé, ce n'est que le début. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont te surprendre. » Après avoir déposé nos bagages à l'hôtel, nous avons commencé à visiter Berlin avec Klaus. Chloé était particulièrement intéressée par l'esprit artisanal allemand. « Maman, les artisans allemands sont vraiment incroyables, n'est-ce pas? J'aimerais bien en rencontrer. » « Oui. C'est vraiment scientifique et systématique. » Wedges. Klaus a emmené Chloé dans une pâtisserie traditionnelle. Lorsque le chef pâtissier a expliqué la philosophie de son art, Chloé a tout de suite compris. « Oh, c'est vraiment génial. La mentalité est complètement différente de la pâtisserie française. » C'est ça. C'est pour ça que des gens du monde entier viennent apprendre ici. En faisant du shopping sur Kurfürstendamm, Chloé a été surprise par la culture du service en Allemagne. « Maman, les vendeurs ici sont vraiment gentils et ils parlent bien anglais. Les Allemands accueillent vraiment bien les touristes étrangers. » Le soir, nous sommes allés dans le quartier de Friedrichshain.
Chloé voulait voir de ses propres yeux le cœur de la culture alternative. Waouh, c'est donc ça, le fameux quartier. Il y a de l'art partout. Oui, et même la nuit, c'est vraiment sûr. Effectivement, même après 22 heures, Chloé n'avait pas peur. Au contraire, elle profitait de l'ambiance animée. Maman, à Paris, on ne pourrait pas se promener aussi librement à cette heure. C'est vrai. Ici, c'est sûr jusqu'à l'aube. Assise dans un café, j'ai posé une question sérieuse à Chloé. Chloé, tu veux vraiment vivre en Allemagne? Oui, j'ai vraiment envie de vivre ici. Les gens sont gentils, la culture est intéressante et surtout, c'est sûr. Mais tu vas quitter la France. Tu seras séparé de tes amis. C'est pas grave. Aujourd'hui, on peut rester en contact tout le temps par Internet. Et puis, je me ferai de nouveaux amis. L'attitude positive de Chloé m'a donné du courage. Alors, il faudra aussi que tu étudies sérieusement l'allemand. Bien sûr, j'ai déjà appris quelques mots. Guten Tag, Danke schön, ich liebe dich. Quand Chloé a prononcé ces mots, les gens autour de nous ont souri et applaudi. Le lendemain matin, je me suis promené dans un parc avec Chloé. C'était le moment de parler sérieusement de l'avenir de notre famille. Chloé, si maman se met à travailler en Allemagne, ça pourrait être difficile au début. Pourquoi? Il faudra s'adapter à un nouvel environnement et apprendre la langue plus sérieusement. Maman, tu es une super productrice, tu t'adapteras vite et puis je t'aiderai. La confiance de ma fille était vraiment réconfortante. Mais que feront papy et mamie en France? On ira les voir souvent. Ce n'est qu'à 2 heures d'avion. C'est vrai. En regardant l'étang du parc, j'ai pris ma décision. Je voulais commencer une nouvelle vie avec ma famille dans ce bel endroit. Chloé, on déménage vraiment en Allemagne? Vraiment. Youpi. Oui, maman aussi veut commencer un nouveau travail ici. Chloé m'a serré fort dans ses bras de joie. Maman, c'est vraiment une bonne décision. Ce sera une nouvelle chance pour notre famille. Alors, il faut vite le dire à papa. Vois-tu? Oui, papa sera sûrement content aussi. Ce soir-là, lors d'un appel vidéo familial, mon mari a également soutenu notre décision. Je chercherai un nouveau travail en Allemagne aussi. Si tu es heureuse, Hélène, je le suis aussi. Mon cœur était enfin décidé. Il y avait une montagne de choses à régler en rentrant à Paris, mais l'excitation d'un nouveau départ était plus grande. Cependant, la tâche la plus difficile restait à accomplir. Résoudre le conflit avec mes collègues et diffuser un documentaire sincère. 3 semaines après mon retour à Paris, le documentaire que j'avais produit sur l'Allemagne a enfin été diffusé. Le montage et la post-production ont pris beaucoup de temps, mais grâce aux efforts de l'équipe, il a été achevé plus tôt que prévu. Le titre était « Allemagne, la vérité cachée ». Le contenu de l'émission était à l'opposé de ce que mes collègues attendaient. Au lieu de critiquer l'Allemagne, j'ai montré ses qualités de manière objective. La philosophie de sa cuisine, son esprit artisanal, sa culture nocturne sûre et surtout son système social préparé aux catastrophes. Dès la fin de la diffusion, ce fut le tollé. Pierre fut le premier à m'appeler. « Hélène, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas du tout ce dont nous avions convenu. » Yaudund. Pierre, je n'ai fait que montrer la vérité que j'ai vue. La vérité? Tu t'es laissé embobiner par les Allemands? Qu'est-ce que les téléspectateurs vont penser en voyant ça? Les téléspectateurs ont aussi le droit de connaître la vérité. Hélène, tu es vraiment devenue folle. L'arrière-petite-fille d'un résistant peut-elle faire une chose pareille? En entendant ces mots, je me suis mise en colère. J'ai réalisé que c'était précisément ce préjugé lié à l'histoire passée qui était le problème. Quoi? De la même manière que nos ancêtres se sont battus contre l'Allemagne, nous avons, jusqu'à présent, regardé ce pays avec un regard erroné. Pierre est resté sans voix. Au sein de la chaîne, un grand débat a éclaté. La direction m'a convoqué pour me demander des explications. Hélène, cette émission a suscité une avalanche de plaintes de la part des téléspectateurs. What is? Quelle plainte? La plupart disent que vous avez trop embelli l'Allemagne. Et d'autres soulignent que vous n'avez pas assez mis en avant l'excellence française. Mais tout ce qui a été montré est factuel. C'est moi qui l'ai filmé. Le fait que ce soit vrai ou non n'est pas la question. Il fallait une perspective équilibrée. J'étais frustré. J'avais dit la vérité. Pourquoi cela posait-il problème? Je ne comprenais pas.
Sur Internet, les réactions étaient encore plus virulentes. En lisant les commentaires, j'ai été choqué. La productrice Hélène Dubois a-t-elle été achetée par l'Allemagne? La descendante d'un résistant peut-elle faire ça? Une journaliste qui a trahi la France. Va-t-on en Allemagne? Mais il y avait aussi des voix de soutien. La réaction des jeunes téléspectateurs, en particulier, était positive. Une émission objective et de qualité. Newton, le point de vue sans préjugés, était impressionnant. J'ai appris de nouvelles choses sur l'Allemagne. Il faut plus d'échanges. Le plus choquant fut la réaction des politiciens. Un homme politique de droite m'a critiqué nommément à l'Assemblée nationale. L'émission de Madame Dubois portait atteinte aux intérêts nationaux de la France. Je me demande si une chaîne publique a le droit de diffuser une telle propagande. Oui, dans les médias, les articles critiques à mon égard se succédaient. L'expérience dangereuse d'une journaliste germanophile, un documentaire qui a perdu son objectivité, une émission qui a blessé la fierté française. Mais je n'ai pas cédé. Au contraire, je pensais que plus de gens devaient connaître la vérité. Dans une interview pour un journal, j'ai dit clairement, en tant que journaliste, je n'ai fait que transmettre ce que j'ai vu. Je pense qu'il faut abandonner les préjugés et regarder les choses de manière objective. Mais on vous critique de ne pas avoir assez mis en valeur l'excellence française. La France a de nombreux points d'excellence, mais ne devrions-nous pas reconnaître les qualités des autres pays? Envisagez-vous de déménager en Allemagne? Personnellement, j'y réfléchis, en raison du risque de catastrophe naturelle et pour la sécurité de ma famille. News. Après la publication de cette interview, la controverse a redoublé d'intensité. La productrice Hélène Dubois annonce son déménagement en Allemagne. La confession choc d'une productrice pro-allemande. La trahison de la descendante d'un résistant. Sur les réseaux sociaux, les critiques et les soutiens à mon égard s'affrontaient violemment. Certains me traitaient de traître, d'autres me qualifiaient de journaliste courageuse. Le plus difficile fut le regard porté sur ma famille. Chloé était moquée par ses amis à l'école, et mon mari a rencontré des difficultés au travail. « Hélène, je ne pensais pas que ça irait aussi loin », m'a dit mon mari, inquiet. « Je suis désolé, j'ai être été trop impulsive. » Non, tu as dit ce qui était juste. C'est juste que je ne m'attendais pas à une réaction aussi forte. À ce moment, Chloé m'a rassuré. « Maman, ce que tu as dit est juste. Ce n'est pas mal de dire la vérité. Le soutien de ma fille m'a vraiment aidé. Mais la situation a empiré. La chaîne m'a demandé de prendre un congé pour une durée indéterminée. C'était une mise à pied de fait. Hélène, repose-toi jusqu'à ce que la situation se calme. Jusqu'à quand? Il faudra un peu de temps. À cet instant, j'en ai eu la certitude. Il fallait vraiment que je parte en Allemagne. Je pensais qu'en France, je ne pourrais plus faire le genre de télévision que je voulais. Alors que la polémique durait depuis plus d'un mois, ma conviction s'est renforcée. J'ai réalisé qu'en France, je ne pourrais plus faire le journalisme que je souhaitais. C'est alors qu'un contact inattendu est venu d'Allemagne. Le département des documentaires d'une grande chaîne publique allemande m'a proposé une opportunité de travail. Madame Dubois, nous avons beaucoup apprécié votre émission objective et courageuse. Aimeriez-vous créer avec nous un programme d'échange culturel franco-allemand? C'était une proposition vraiment surprenante. Alors qu'on me traitait de traître en France, on m'accueillait à bras ouverts en Allemagne. Quel genre de programme précisément? Un programme qui compare objectivement les cultures françaises et allemandes pour apprendre les uns des autres. Nous avons absolument besoin de quelqu'un comme vous. Quelles seraient les conditions? Nous pouvons vous proposer un niveau équivalent à celui de France Télévisions. Et nous vous apporterons tout le soutien nécessaire pour votre installation en Allemagne. C'était une excellente opportunité. Je pourrais faire le travail que je voulais, sans contrainte. J'ai réuni ma famille. Le moment était venu de prendre une décision. Qu'en pensez-vous? Chloé a été la première à répondre. « Maman, allons-y. En France, tu ne peux pas faire le travail que tu aimes. » Mon mari a acquiescé. « Je suis d'accord. Il vaut mieux chercher de nouvelles opportunités dans un nouvel environnement. Vous êtes sûr? Il faudra tout recommencer à zéro. C'est pas grave. Nous sommes une famille. Où que nous soyons, nous serons ensemble. » Avec le soutien de ma famille, ma décision était prise. Le lendemain, j'ai contacté la chaîne allemande.
J'accepte votre proposition. Quand puis-je commencer? Vraiment? Merci beaucoup. Nous allons vous aider pour les démarches de visa. Dans un mois environ, tout devrait être prêt. Il y avait beaucoup de choses à régler en France. Il fallait vendre la maison et démissionner officiellement de France Télévisions. Quand j'ai présenté ma démission, mon chef a essayé de me retenir. Hélène, réfléchis-y encore. Cette polémique s'oubliera avec le temps. Non, je veux faire le journalisme en lequel je crois. Tu vas vraiment travailler en Allemagne? Oui, je veux saisir cette nouvelle chance. Tu es sûr de ne pas le regretter? Je ne regretterai rien. Au contraire, je suis impatiente de commencer cette nouvelle vie. Mon chef était déçu, mais il n'a finalement pas pu s'opposer à ma volonté. En rangeant la maison, tant de souvenirs ont refait surface. Les photos de Chloé enfant, les souvenirs de voyage en famille et mes trophées de journaliste. Maman, tu emportes aussi ce trophée? Oui, emportons-le. C'est notre histoire. J'ai l'intention de gagner beaucoup d'autres prix en Allemagne. Les encouragements de ma fille m'ont vraiment aidé. Tout en préparant le déménagement, j'ai commencé à apprendre l'allemand. Klaus m'aidait en ligne. Guten Tag. Ich bin Hélène Dubois. Votre prononciation s'est vraiment améliorée. Vous allez progresser rapidement. Merci. Le fait de penser à travailler en Allemagne me motive à étudier encore plus. En juin 2025, j'ai enfin pris l'avion pour l'Allemagne. Cette fois, non pas en tant que touriste, mais en tant qu'immigrante, commençant une nouvelle vie. En regardant la France depuis l'avion, j'ai pensé « Je suis désolé, mais c'est le chemin que j'ai choisi. » « Maman, tu ne regrettes pas ?» m'a demandé Chloé. « Pas du tout. Au contraire, je suis impatiente de commencer cette nouvelle vie. Moi aussi, je vais me faire de nouveaux amis en Allemagne et maîtriser l'allemand. » En arrivant à l'aéroport de Berlin, mon sentiment était complètement différent de celui d'il y a quelques mois. En pensant que cet endroit serait désormais mon nouveau foyer, mon cœur s'est rempli d'émotions. Des responsables de la chaîne allemande étaient venus nous accueillir à l'aéroport. « Madame Dubois, bienvenue. Faisons de belles émissions ensemble. Merci beaucoup, je ferai de mon mieux. » Une nouvelle vie commençait vraiment. Alors qu'en France, on me critiquait comme une traître. En Allemagne, on m'accueillait comme une journaliste courageuse. Je me suis dit que je pourrais enfin faire la télévision que je voulais. Un mois s'est écoulé depuis mon arrivée en Allemagne. Ma nouvelle vie à la chaîne était vraiment satisfaisante. Le programme que j'avais conçu, Regards croisés, recevait un excellent accueil. Le concept était simple. Comparer sans préjuger les cultures françaises et allemandes pour apprendre les forces de chacun. La première émission comparait le système de protection civile allemand et le système de gouvernement numérique français, la préparation allemande et la rapidité française. Nous avons à apprendre des deux, et je dis en tant que présentatrice. Les réactions des téléspectateurs étaient vraiment bonnes. Une perspective objective et équilibrée. La comparaison sans préjugés était impressionnante. Il faut plus de programmes comme celui-ci. En lisant les commentaires, j'étais vraiment ému. Chloé s'était aussi parfaitement adaptée à la vie en Allemagne. Elle allait dans une école internationale et ses progrès en allemand étaient rapides. « Maman, je peux même faire des blagues en allemand maintenant. Legno. Vraiment, quelle blague. Pourquoi les Allemands mangent-ils des nouilles la nuit? Parce que c'est une Nachtmahl. Jeu de mots intraduisible. La blague en allemand de Chloé m'a fait rire. Ta prononciation est vraiment naturelle. Ce sont mes amis qui m'ont appris. Les amis allemands sont vraiment gentils. Mon mari a également trouvé un travail dans la filiale allemande d'une entreprise française. Il était inquiet au début, mais il a finalement obtenu de meilleures conditions. Ils avaient besoin d'un employé français qui parle allemand. Le timing était vraiment parfait. C'est super. Notre famille a saisi de nouvelles opportunités. La plus grande joie fut que mon programme a commencé à être diffusé en France. Une chaîne câblée française et la chaîne allemande ont décidé de le diffuser simultanément. La diffusion simultanée du programme de Madame Dubois dans les deux pays est vraiment significative, m'a félicité le directeur de la chaîne allemande. Merci. J'espère que ce sera une occasion pour plus de gens de se comprendre mutuellement. C'est alors qu'une chose vraiment surprenante s'est produite. Les réactions des téléspectateurs français qui regardaient mon programme étaient différentes d'avant. J'ai vu le nouveau programme d'Hélène Dubois, c'était vraiment objectif et bien fait.
J'ai appris de nouvelles choses sur l'Allemagne. Il faut revoir nos préjugés. Bien sûr, il y avait toujours des regards critiques, mais les voix de soutien augmentaient progressivement. La réaction de la jeune génération, en particulier, était bonne. De nombreuses opinions disaient qu'ils avaient acquis une nouvelle perspective sur les relations franco-allemandes. Il faut plus de journalistes courageux comme Hélène Dubois. Pour la réconciliation entre les deux pays, ce genre de programme est important. En lisant ces commentaires, j'étais vraiment ému. Ce qui m'a le plus marqué en vivant en Allemagne, c'est la chaleur des gens. Ils ont traité notre famille d'étrangers avec une grande gentillesse. Les voisins de notre immeuble aussi. Au début, j'avais peur qu'ils soient mal à l'aise parce que nous étions français. Mais au contraire, ils se sont montrés plus intéressés et nous ont aidés. Vous venez de France? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. Je peux vous apprendre à faire une bonne choucroute. Si vous avez des soucis pour l'éducation de votre enfant, je peux vous conseiller. Leur cœur chaleureux était vraiment précieux. Un mois après, un contact est arrivé. Une de mes anciennes collègues de France Télévisions, Sophie, a dit qu'elle voulait venir en Allemagne. Après avoir vu mon programme, elle voulait faire l'expérience de l'Allemagne par elle-même. Hélène, l'Allemagne est-elle vraiment si bien que ça? Sophie, viens voir par toi-même, c'est vraiment différent. Alors, je peux venir une semaine si tu peux me guider. Bien sûr, tu es la bienvenue. Tu sais, quand Sophie est arrivée à l'aéroport de Berlin, son expression était vraiment intéressante. C'était exactement la même expression de surprise que j'avais eue quelques mois plus tôt. Hélène, l'aéroport est vraiment grand et beau. N'est-ce pas? J'ai été surprise aussi au début. Et le système de guidage est vraiment systématique. Sur le chemin de Berlin, Sophie n'arrêtait pas de s'émerveiller. La commodité du train, le système de carte de transport, le Wi-Fi gratuit, tout était surprenant. Je ne pensais pas que c'était aussi pratique. Le premier jour, je lui ai fait visiter les studios de la chaîne. Sophie a été vraiment surprise en voyant mon environnement de travail. Hélène, tu as l'air de travailler vraiment à l'aise ici. Oui, je peux créer mes programmes en toute liberté. L'atmosphère est très différente de Paris. N'est-ce pas? C'est plus ouvert et créatif. Oh! En observant le processus de production de mon programme, Sophie n'arrêtait pas de poser des questions. Un tel contenu peut être diffusé sans problème? Oui, si le contenu est objectif et équilibré, c'est suffisant. À Paris, ce serait un peu difficile. C'est pour ça que je suis venu ici. Le deuxième jour, je lui ai fait visiter le centre de Berlin. La réaction de Sophie était vraiment amusante. Hélène, le métro arrive vraiment à l'heure. Maintenant, oui, c'est précis à la minute près. J'ai l'impression que c'est plus précis qu'à Paris. C'est ça, le taux de ponctualité est supérieur à 99%. Le troisième jour, je lui ai montré le centre de protection civile. C'est ce qui a le plus surpris Sophie. Tous ces systèmes sont interconnectés? Oui, de l'alerte à la gestion des abris, tout est centralisé. C'est vraiment impressionnant. Langendau. Une semaine plus tard, quand Sophie est repartie pour la France, son expression avait complètement changé. Hélène, merci beaucoup. J'ai découvert une Allemagne complètement nouvelle. Comment c'était? C'était vraiment différent de ce que je savais à Paris. C'est un pays plus développé et plus fascinant. Tu comprends maintenant, n'est-ce pas? Oui, je comprends pourquoi tu as décidé de vivre ici. Puis, après le retour de Sophie en France, une chose surprenante s'est produite. Sophie a diffusé un reportage sur l'Allemagne à la télévision française. Guidée par Hélène Dubois, j'ai visité l'Allemagne pendant une semaine et j'ai beaucoup appris. Le reportage de Sophie a fait grand bruit en France, car il montrait une perspective objective et positive sur l'Allemagne. Chose encore plus surprenante, Pierre m'a contacté. « Hélène, j'ai envie d'aller en Allemagne. Moi aussi. » « Yeah. Vraiment? » Oui. En voyant le reportage de Sophie, j'ai l'impression d'avoir été trop plein de préjugés. Vous êtes le bienvenu à tout moment. Par la suite, Pierre, ainsi que de nombreux autres collègues français, ont visité l'Allemagne. Au début, ils étaient encore sceptiques, mais après quelques jours, ils ont complètement changé. « Hélène, je suis désolé, tu avais raison. Pierre, l'Allemagne est vraiment un pays incroyable, j'étais trop ignorant. Haijun, vous comprenez maintenant, n'est-ce pas? Ton courage était vraiment admirable.
Ça n'a pas dû être facile de dire la vérité. En entendant les mots de Pierre, j'étais vraiment heureuse. Celui qui s'était le plus opposé était devenu maintenant mon plus fervent supporter. Ainsi, mes relations avec mes collègues français se sont complètement rétablies. Au contraire, ils m'ont dit qu'ils me respectaient encore plus. C'était une réconciliation complète. Au moment où j'écris ces lignes, en juillet 2025, je prépare ma nouvelle vie en Allemagne. Il y a quelques mois à peine, je n'aurais jamais imaginé que moi, pleine de préjugés, je changerais à ce point. Mon programme Regards croisés a le potentiel de devenir un programme populaire dans les deux pays. Je le prépare avec ardeur, en espérant qu'il aidera modestement les téléspectateurs français et allemands à se comprendre. Récemment, j'ai reçu une bonne nouvelle d'un responsable du gouvernement allemand. On m'a dit qu'en reconnaissance de ma contribution à l'échange culturel franco-allemand, on voulait me remettre une distinction spéciale. Grâce à votre émission courageuse, de nombreux Français ont vu l'Allemagne d'un nouvel œil. Merci beaucoup. En entendant ces mots, j'étais vraiment ému. Je suis maintenant convaincu. L'Allemagne est un pays reconnaissant qui m'a appris à quel point il est important de regarder le monde avec un esprit ouvert, sans préjugés. À l'avenir, je veux continuer à apprendre beaucoup de choses en Allemagne, à faire de bons programmes et à contribuer à la compréhension et à la réconciliation entre les deux pays. Je pense que c'est ma façon de remercier l'Allemagne. Ma famille est également très satisfaite de la vie en Allemagne. Chloé s'amuse avec ses amis allemands et mon mari trouve un sens à son nouveau travail. Maman, c'était vraiment une bonne idée de venir en Allemagne. J'ai l'impression que notre famille est plus heureuse. Les mots de ma fille sont vrais. Notre famille a trouvé un nouveau bonheur en Allemagne. Pour finir, je voudrais dire que les préjugés sont un mur que nous avons tous dans notre cœur. Mais si l'on a le courage de franchir ce mur, on peut rencontrer un nouveau monde. J'ai eu de la chance de rencontrer ce pays merveilleux qu'est l'Allemagne et d'avoir l'occasion de briser mes préjugés. J'espère qu'à l'avenir, plus de gens auront cette chance. L'Allemagne, ce pays miraculeux qui a tant changé la personne pleine de préjugés que j'étais. Je veux continuer à apprendre beaucoup de choses dans ce pays et à y faire de bonnes choses tout au long de ma vie. C'est mon sentiment le plus sincère. Merci l'Allemagne. C'était l'histoire du changement incroyable d'Hélène Dubois, ancienne productrice de France Télévisions. Une semaine en Allemagne qui a complètement renversé les préjugés qu'elle nourrissait en tant que descendante d'un résistant. Cette semaine a changé la vie d'une personne du tout au tout. Les préjugés sont un mur que nous avons tous dans notre cœur. Mais, comme Hélène, si l'on a le courage de franchir ce mur, on peut rencontrer un nouveau monde. La véritable croissance commence peu, être au moment où l'on admet qu'on avait tort. Nous espérons que l'histoire d'aujourd'hui vous apportera une petite prise de conscience. Être avons-nous nous aussi des préjugés dont nous ne sommes pas conscients? Regardons-nous le monde avec un esprit ouvert. Ce serait formidable si cela pouvait être l'occasion d'y réfléchir. Pour que plus de gens connaissent le vrai charme de l'Allemagne, partagez cette vidéo avec votre entourage. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. À la prochaine pour une autre histoire émouvante.